arrivez dans une ville indienne, on ressent cette pression démographique. En 2050, la population mondiale serait de 10 ou 11 milliards de personnes. Si 7 milliards de personnes se mettent à consommer de la sorte, il ne restera plus rien. Il n'y a pas plusieurs civilisations, mais une civilisation. Le modèle de civilisation n'est peut-être pas et sûrement pas le modèle occidental. Le problème est la résistance à l'immigration. Si nous pouvons trouver les solutions, nous pouvons trouver des solutions pour le monde entier. Il y a environ 10 000 ans, s'établissaient les premiers villages d'agriculteurs-éleveurs. Point de départ de la croissance démographique. Nous étions à peine 10 millions. En l'an 1000, nous étions 250 millions. À peine 1 milliard en 1800. Mais aujourd'hui, nous sommes plus de 7 milliards, bientôt 12 milliards à la fin du siècle. L'espèce Homo sapiens affiche aujourd'hui près de 400 000 naissances par jour. Une telle croissance démographique est-elle soutenable à long terme? Pour répondre à cela, Danny Cohn-Bendit nous entraîne en Inde, un pays où la population dépasse le milliard d'habitants et qui sera bientôt le plus peuplé du monde, avec ses besoins en eau, nourriture, énergie, sa production de déchets, ses inégalités sociales. Face à cela, l'Inde est obligée d'inventer de nouvelles solutions pour subvenir aux besoins d'une population qui atteindra le chiffre astronomique d'1,7 milliard d'habitants en 2050. Des solutions capables de répondre plus globalement aux dangers d'une démographie mondiale jamais atteinte dans l'histoire de l'humanité. Le voyage de Danny commence à Mumbai, la Maximum City, où le fossé entre les riches et les pauvres se creuse un peu plus chaque jour, à l'image d'un monde devenu très inégalitaire. Comment la vie ici? La vie ici est compliquée. Vous avez de l'eau? Dans cette zone-là, l'eau est disponible. Et les sanitaires, il y a des toilettes? Les toilettes sont disponibles. Mais dans ces bâtiments, il n'y a ni eau potable, ni sanitaire. Viens avec moi, je vais te montrer. Quel âge avez-vous? 70 ans. Moi aussi, j'ai 70 ans. Je viens juste de les avoir. Ici, tout le monde jette ses ordures n'importe où. Urbanisme sauvage, infrastructures défectueuses, pauvreté. Les faiblesses de Mumbai sont celles des mégapoles des pays émergents, où continuent d'affluer des milliers de personnes. Et pourtant, Mumbai reste le centre économique de l'Inde, grâce à son industrie cinématographique, ses flux financiers et son activité maritime. Mais avec une densité 2 fois supérieure à celle de New York, la ville frôle l'asphyxie. Dans les villes indiennes, le mot démographie est synonyme de surpopulation. Il faut se battre pour y vivre. Comment tout cela est-il arrivé? Un voyage dans l'histoire va nous aider à mieux comprendre la situation actuelle de l'Inde et du monde. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Cette phrase de Gandhi prend toute sa force en 1947. L'Inde devient indépendante après un long combat pacifique. Le pays compte 350 millions d'habitants. La forte fécondité, près de 6 enfants par femme, et l'abaissement de la mortalité grâce au progrès de la médecine,
vont entraîner une forte augmentation de la population indienne. « 1945 marque la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Danny naît à ce moment dans un monde qui ne compte qu'environ 2 milliards d'humains, mais qui va connaître de gigantesques bouleversements. Explosion démographique, exploitation industrielle et technologique des ressources planétaires, avènement de la société de consommation. La planète bascule vers un monde dominé par l'homme. L'Inde peut-elle échapper au modèle de développement occidental qui accroît chaque jour la pression de l'homme sur la planète? Une question essentielle, à laquelle les chercheurs du Centre pour la science et l'environnement de Delhi tentent de répondre. Quel est l'impact de la démographie, cette incroyable démographie d'un pays comme l'Inde? C'est un gros problème, n'est-ce pas? Notre densité de population est proche de 400 personnes par kilomètre carré. Nous sommes un pays très densément peuplé. Plus de 60% de notre population est jeune, moins de 60 ans. Nous avons besoin de nourriture, nous avons très peu de terre, d'eau. Et en 2050, la population mondiale sera de 10 ou 11 milliards de personnes. Avec les systèmes du monde occidental, c'est-à-dire la mécanisation qui nécessite moins de personnes, les machines font une grande partie du travail. Avec une dépense très importante en énergie et produits chimiques qui revient très cher, on ne pourra pas nourrir 11 milliards de personnes en 2050. Vous savez, l'Inde est le laboratoire du monde. Si nous pouvons trouver les solutions, nous pouvons trouver des solutions pour le monde entier. Chandra Bhushan a-t-il raison de bannir le modèle de développement occidental? La nouvelle donne de la croissance démographique, conjuguée à ce modèle, menace-t-elle notre survie? Vers la fin des 30 Glorieuses, dans les années 70, la nouvelle génération rejette la consommation de masse. L'Inde leur offre une alternative. We shall overcome someday. The Beatles Cave. En 68, les Beatles donnent l'exemple et viennent suivre ici les enseignements du gourou Maharaji. Où on voulait un autre monde spirituel, on venait en Inde. Où on voulait faire un autre monde et on était marxiste-léniniste. Danny, de son côté, devient en France le chef de file de la contestation estudiantine. Danny, c'est la génération des baby-boomers, celle des années 45-60, principalement dans les pays développés. La population rajeunit, cette jeunesse se révolte contre la société de consommation et ouvre la voie aux mouvements écologistes. Dans ces années-là, des années 60, c'est la fin des hippies. C'est cette recherche d'un autre monde, d'une autre spiritualité qu'on a retrouvée dans tout ce mouvement hippie. Et c'est vrai que le monde n'apparaissait pas comme surpeuplé. On parlait de surpopulation, mais en même temps, c'était quelque chose qu'on n'arrivait pas vraiment à comprendre. C'était impalpable, si on veut. Et ça, c'est complètement différent aujourd'hui. Moi, je crois qu'on refoule la pression. Sérieusement. Tu te lèves pas tous les matins en disant « Ouh là là, on va être 9 milliards dans 20 ou 30 ans ». C'est ça qui est fou. La pression, on la ressent quand on est ici. Enfin, pas ici où c'est absolument calme, mais quand on est dans une ville indienne, on ressent cette pression démographique. La densité humaine dans les grandes villes impacte nos comportements. À l'échelle planétaire, elle agit sur notre environnement. À Delhi, un astrophysicien et militant écologiste a écrit Naturally,
un livre où il analyse la manière dont la consommation détruit notre environnement. Cette terre est de plus en plus peuplée. L'Inde en est un exemple. Pensez-vous que nous, les humains, nous sommes capables de faire face à ce problème? Un tiers des ressources de la planète a déjà été consommé. Si 7 milliards de personnes se mettent à consommer de la sorte, il ne restera plus rien. Ce niveau de vie que l'on retrouve aux États-Unis ou en Europe n'est pas compatible avec la préservation de la planète. Si on était tenu responsable, par exemple en termes de climat ou de consommation, les gens seraient obligés de se réunir pour trouver une solution, un plan pour vivre sans être aussi envahissant ni consommer autant. On n'a pas besoin de 120 portables par an. Vous savez très bien que ça génère du profit, n'est-ce pas? Le profit est généré par les ventes. Et comment faire pour vendre plus? En fabriquant plus de produits. La technologie est complètement prisonnière du marché mondial, qui fonctionne au profit. On n'a aucune mesure de régulation. Il s'agit simplement d'un marché qui cherche le profit. Est-ce le système économique et son exploitation des ressources qui est à craindre? Ou la question démographique? La démographie, le nombre de personnes est bien évidemment un paramètre important. Mais pour bien comprendre le phénomène au niveau planétaire, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de population, mais aussi de consommation par habitant. Nous avons fait des études très intéressantes sur ce sujet allant de 1750, avant la révolution industrielle, jusqu'à 2010, dernière année pour laquelle nous avons des données complètes. On se rend compte alors que le facteur le plus important, ce n'est pas la population, mais la consommation. À partir des années 50, les courbes de plusieurs indicateurs liés à l'exploitation des ressources croissent à une vitesse vertigineuse. CO2 dans l'atmosphère, utilisation d'eau douce, utilisation des fertilisants, diminution de la couche d'ozone, surexploitation des espèces marines et des forêts. La période des 30 glorieuses est requalifiée par les écologistes de 30 ravageuses. Déforestation, pollution et changement climatique sont les causes de la disparition des espèces et de la perte de la biodiversité. La 6e extinction de masse est annoncée. Nous insistons sur le fait que nos calculs sous-estiment très probablement la sévérité de cette crise d'extinction, parce que notre objectif était de fixer un bas de la fourchette réaliste pour évaluer l'impact de l'humanité sur la biodiversité, précisent les chercheurs des universités américaines de Stanford, Princeton et Berkeley dans une étude publiée en 2015 dans le journal Science Advance. Donc nous voyons des changements très forts et très rapides côté biosphère et côté climat. Et quand vous additionnez ces deux données, il y a de quoi s'inquiéter. Si nous poussons la planète au-delà des seuils de tolérance et que nous entraînons la Terre vers des températures plus importantes et un niveau des mers plus élevé, à un rythme qui n'a jamais été aussi rapide dans l'histoire de l'humanité, il y a un risque d'effondrement de la civilisation contemporaine. Comment évaluer ce risque? Will Stephen, allié à un groupe de scientifiques, a défini 9 frontières planétaires ou frontières biophysiques. Les franchir, c'est compromettre les processus naturels indispensables à notre vie sur Terre. Nous sommes déjà sortis de l'espace de fonctionnement sécurisé dans au moins 4 domaines, estime-t-il. Le changement climatique, le cycle de l'azote et du phosphore, la déforestation et la perte de sol, et la perte de biodiversité. Nous vivons dans la difficulté et dans l'insouciance. Il y a une insouciance qui fait qu'on continue à parler comme toujours de croissance, on continue à parler comme toujours de maîtrise de la nature. Tout cela, si on était vraiment conscient, serait impossible. Il ne faut pas croire que les gens qui vont travailler tous les matins, ils se disent « Oh la vache, ce matin, il y a 15 espèces qui viennent de disparaître, qui n'existent plus comparées à hier. »
C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le crime contre la biodiversité a été largement commis par l'agriculture intensive. Présentée comme la solution pour soutenir sa croissance démographique, l'Inde lance sa révolution verte dans les années 60. Un système agricole fait de nouvelles variétés de blé, d'engrais et de pesticides. Une révolution verte devenue aujourd'hui cette révolution du profit dénoncée par Vikram Soni. Pour pallier la baisse de fertilité et de rendement, l'agriculture ne cesse de répandre toujours plus de produits chimiques dangereux pour l'homme. En Inde, on estime que 57% des terres sont dégradées et empoisonnées par l'agriculture intensive. Ce pays est le premier consommateur de pesticides après les États-Unis. La France est le troisième. Les pesticides et les résidus industriels chimiques sont transportés sur des milliers de kilomètres via le cycle de l'eau et les masses d'air. 3 millions de personnes sont intoxiquées chaque année dans le monde. L'hôpital Ahmadiyya. 2000 personnes seraient sur le point d'y mourir. Le président de la compagnie américaine Union Carbide, propriétaire de l'usine, a été arrêté, puis relâché par les autorités indiennes. L'ancienne usine de Bhopal. Elle fabriquait chaque année 5000 tonnes de pesticides. À partir d'un composant dérivé du gaz moutarde, utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. L'usine de la mort, en somme. Voici le conduit endommagé, censé neutraliser tout gaz sortant. Il y avait 6 systèmes de sécurité qui ont mal fonctionné cette nuit-là. Les 6 en même temps? Les 6. Et vous voulez réduire les dépenses ou quoi? Oui, exactement. Quand ils ont implanté l'usine de Bhopal, ils ont réduit les coûts de 30%. Je vois. Ils avaient dit dans leur proposition qu'ils enverraient à Bhopal une technologie non testée. Combien de gens vivaient ici? Actuellement, au moins 200 000 personnes vivent à 2 km d'ici. C'est une zone très dense. Il y a une fuite et le gaz est allé dans cette direction vers le sud. Le vent a tout emporté? Et c'était au milieu de la nuit. Les gens dormaient. Donc les gens se sont réveillés en toussant, en s'étouffant, sans savoir ce qui s'était passé. Ils sont sortis, tout le monde courait, et malheureusement ils couraient dans la même direction que le vent contaminé. Car c'était la direction de l'hôpital. Comme ils couraient, ils ont inspiré de plus en plus d'isocyanate de méthyle, le gaz toxique. Et comme c'était irritant et âcre, comme du piment brûlant, cela a attaqué leurs poumons et a créé des œdèmes pulmonaires. L'eau de leur propre corps a rempli leurs poumons. Ils se sont donc noyés dans leur propre fluide corporel. Des milliers de gens. On pense que tout de suite, c'est-à-dire dans les 72 heures qui ont suivi l'accident, au moins 8000 personnes sont mortes. Mais davantage de personnes sont mortes les années suivantes, parce que leurs poumons, leurs yeux, leur système reproductif avaient subi des dommages. On pense donc que le bilan est de 25 000 morts. Et même aujourd'hui, les personnes exposées aux produits, lorsqu'elles avaient 4 ou 5 ans, actuellement trentenaires, en meurent encore. Selon les experts, c'est la 2e génération de survivants qui est aujourd'hui la plus affectée. De nombreux enfants sont atteints de malformations très graves et de lésions cérébrales. Ils sont accueillis et choyés à Shingari Trust Foundation, qui en soigne près de 800.
d'enfants à la fondation Shingari a profondément choqué Danny. Sathiou l'a invité à rejoindre la clinique Sambhava, où depuis 1984, il soigne les victimes de la catastrophe. En complément des soins classiques, la clinique possède un jardin de plantes médicinales sans engrais ni pesticides. Un modèle d'agriculture que Sathiou revendique comme une solution d'avenir. Tout ce business des pesticides est issu des 2 guerres mondiales. C'était une façon de reconvertir ces produits chimiques toxiques. Au lieu de tuer des humains en temps de guerre, on tue des insectes en temps de paix. C'était le but du jeu, une façon pour les sociétés de faire davantage de profit. J'ai entendu quelque part que certains pesticides produits en Inde sont interdits dans d'autres pays. Est-ce vrai? Oui, beaucoup. Dow Chemical produit Dorsban, à base de chlorpyrifos-éthyle, inventé par les nazis. En Inde, Dorsban est le pesticide le plus vendu par Dow Chemical. Alors qu'en 2000, ils ont dû retirer le Dorsban du marché aux États-Unis. Parce qu'une étude scientifique a clairement démontré que le Dorsban, avec du chlorpyrifos-éthyle, affectait le cerveau des enfants en pleine croissance. Ils ont dû le retirer du marché. Mais ici, c'est le plus vendu. Je vois qu'ici, vous n'utilisez pas de pesticides. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire toute l'agriculture sans pesticides? J'en suis certain. Absolument. L'interdiction de pesticides est un vieux combat. Et les politiques, pour l'instant, n'ont pas eu la lucidité, des fois le courage, d'interdire les pesticides. Il faut savoir que les grandes entreprises chimiques, en France, Rhône-Poulenc, qui produit des pesticides et dans tous les pays, a un pouvoir énorme sur une partie des politiques, mais aussi, disons que dans la population, la chose n'est pas gagnée d'avance. Mais c'est vrai que quand on a vu les conséquences de la tragédie de Bhopal, quand on a vu qu'encore aujourd'hui, des enfants subissent les conséquences de cet accident, il est évident qu'une réduction massive, en tout cas, de pesticides, pour arriver à un moment à l'abolition de l'usage de pesticides est absolument nécessaire. L'agriculture, l'élevage sont en grande partie responsables de la pollution des ressources hydriques de la planète. Plus que le manque d'eau, c'est sa qualité qui est préoccupante, affirme Gérard Payen, membre du Conseil consultatif sur l'eau pour les Nations Unies. Il estime que 3,5 milliards d'humains utilisent une eau qui n'est pas sûre, et bien pire, près de 2 milliards d'entre eux consomment chaque jour une eau dangereuse. En Inde, le Gange en est un exemple. Ce fleuve et ses affluents font vivre 400 millions d'habitants. Une trentaine de villes de plus de 100 000 habitants le bordent, avec autant de sites industriels. La ville de Kanpur abrite des centaines de tanneries qui déchargent dans le fleuve quelques 250 produits toxiques, arsenic, cadmium, zinc et surtout le chrome, utilisé pour le tannage depuis la fin des années 60. Hautement toxique et corrosif, il provoque le cancer du poumon et des ulcères de la peau chez ceux qui y sont exposés. Mais comment un fleuve sacré a-t-il pu être sali? Alors même qu'on vénère la déesse Ganga dans la ville sainte d'Haridwar et que se plonger dans l'eau du Gange est un rituel de purification pour les vivants et les morts dont on jette les cendres pour qu'ils atteignent le nirvana. Comment dès lors expliquer la dégradation de son environnement?
L'écologiste indien Navarroze en donne une explication. À un moment de leur histoire, l'intense et absolue aspiration mystique des hindous vers l'au-delà devint si exclusive, si nihiliste, qu'ils commencèrent à négliger la matière. Les sages indiens perdirent tout intérêt pour cette enveloppe physique qui nous sert de corps et négligèrent notre bonne vieille terre. Cette atonie envers la réalité physique s'indiffère de la déforestation, de la pollution des rivières et des villes et l'invasion de la saleté et du plastique. Mais si l'Inde d'aujourd'hui manifeste toujours ses dévotions spirituelles, une partie de sa population s'active à des solutions citoyennes pour un développement plus résilient. Quels sont les plus grands dangers en termes de pollution pour le Gange? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais les deux plus importants sont la surexploitation des eaux du Gange. Nous prenons de l'eau douce du Gange et nous y rejetons de l'eau polluée. Un des problèmes majeurs par rapport à ça est que le Gange n'a pas un flux suffisant pour assimiler la pollution. L'autre problème, ce sont les villes le long du Gange qui contribuent de manière significative à la pollution. Car les villes en Inde ne sont pas en mesure de traiter les eaux usées. Seulement à peu près 30% des eaux sont traitées. Nous ne sommes pas en mesure de traiter nos eaux usées car les stations d'épuration consomment beaucoup d'énergie, de produits chimiques et sont très chères. Si vous voulez réellement nettoyer le Gange, premièrement, nous devons assurer son flux, un débit d'eau douce suffisant. Deuxièmement, s'assurer que soient déversées dans le fleuve seulement les eaux retraitées, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je peux juste vous donner un exemple maintenant. Vous voyez cette station d'épuration là-bas? Chaque goutte d'eau de ces deux bâtiments est traitée là. Nous avons besoin de technologies d'épuration simples et financièrement abordables. Si c'est très cher, très compliqué, ça ne marchera pas en Inde. En fait, ça ne marchera pas dans la plupart des pays en voie de développement. Le traitement des eaux usées est un grand problème à Mumbai. Seuls 10% sont traités. Résultat, les canaux et rivières sont infestés de déchets qui inondent la ville durant les moussons. Des cas de choléra et d'autres infections touchent chaque année les habitants. En Inde, la moitié des ménages ne disposent pas de toilettes. Et 200 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. Mumbai pourrait s'inspirer du traitement des eaux usées d'une agglomération comme Calcutta, avec ses 14 millions d'habitants. Un modèle qui incarne à lui seul le concept de laboratoire du monde prôné par Chandra Bhushan. Il a été créé par l'ingéniosité d'un seul homme. Dans les années 80, cet ingénieur dessinait un quadrillage de 60 km de canaux à travers une zone humide proche de Calcutta. À l'image d'un flux sanguin, ils alimentent des étangs pour traiter les eaux usées de la ville. Quand vous récupérez les eaux usées dans ces étangs,
Ce que vous récupérez est en fait de la matière fécale, naturellement. Et ces matières fécales ont besoin d'oxygène pour proliférer. Les algues omniprésentes fournissent cet oxygène en échange de dioxyde de carbone. Donc, il y a une relation symbiotique entre algues et bactéries. Et donc, il y a un grand nombre de bactéries qui sont à l'origine de l'épuration des eaux usées. Donc c'est purement biologique. Oui. Et il y a aussi le soleil. Oui, mais ça fait aussi partie de la nature. Absolument. C'est un processus qui séquestre du carbone. Il n'a pas besoin de carbone. Il en séquestre. Et puis, que font les algues exactement? Elles prolifèrent en nombre et les habitants ont été assez malins pour introduire des poissons dans le processus. Les poissons mangent les algues. Cela devient gratuit de nourrir les poissons. Quel est le pourcentage d'eau usée recyclée par ce processus? D'après mes calculs, nous recyclons au moins un tiers des eaux, voire au maximum la moitié, jamais plus que ça. Donc, entre un tiers et la moitié des eaux usées de la ville. Oui. Mais ce système naturel doit être aussi le moins coûteux. C'est le système le moins coûteux qu'on puisse imaginer au monde. Cela n'a aucun prix. Il génère de l'argent sans avoir de coût. Ça fait gagner de l'argent. Êtes-vous fier de ce qui a été fait ici? Fier n'est pas le mot juste, c'est bien plus que ça. C'est un privilège que m'a donné qui que ce soit de tout-puissant. Je suis prêt à mourir ici. Ça aura été mon privilège. L'idée du scientifique Chandra Bhushan d'une croissance démographique indienne soutenable grâce à des solutions locales et peu coûteuses résonne au cœur du bidonville de Dharavi. De petites structures informelles collectent et recyclent un nombre considérable de déchets. Ces activités jouent un rôle économique et social capital à l'intérieur de la ville de Mumbai. Le secteur informel en Inde emploie plus de 90% de la main-d'œuvre et permet aux jeunes de travailler. L'emploi des jeunes est un point clé pour John May, un démographe belge qui a travaillé à la Banque mondiale. Il est aujourd'hui conseiller pour le Population Reference Bureau à Washington. Le grand démographe français Alfred Sauvy avait déjà parlé de la montée des jeunes et du problème important de donner des emplois aux jeunes. Mais avant de leur trouver des emplois, il faut les former, faire le développement du capital humain, essentiellement en éducation et en santé. Une fois que cela est fait, il faut leur trouver des emplois rémunérateurs, des emplois productifs. Et je crois que c'est là le grand défi de pays démographiquement encore relativement jeunes, comme l'Inde, mais de pays qui sont plus jeunes encore sur le plan démographique, comme le continent subsaharien, et où il faut, je pars de l'Afrique, créer 18 millions de nouveaux emplois chaque année. Donc il y a un véritable défi pour ces pays jeunes, démographiquement parlant, de créer des emplois, les emplois de demain et d'employer les jeunes. La pyramide des âges aide à comprendre la situation d'un pays. À la base, les jeunes enfants, en haut les vieillards. Les pays jeunes comme l'Inde présentent une pyramide très large à sa base. Avec la baisse des naissances, elle se modifie et arrive à un point où les actifs sont plus nombreux que les inactifs. Les démographes appellent cela le dividende démographique. Un stade favorable pour le développement économique. Encore faut-il que les actifs soient formés et aient un travail. Okay, thank you.
Vous êtes ouvert 6-7 jours par semaine? 6 jours. Quel est votre jour de repos? Le lundi, Jouez au foot? au football. En Inde. En Inde? À quelle place? Je suis attaquant. Vous êtes avant? Oui. Oui, attaquant. Vous connaissez le football européen? Oui, je regarde tous les soirs. Vous regardez le soir? Moi, je suis un fan d'Arsenal. Oui, et aussi Messi. Ah, Messi, Barcelone. C'est le meilleur. Messi, Neymar, Suarez, Iniesta. Oh yes. Ne me tue pas. Danny se souvient de cette phrase du démographe John May. L'Afrique devra créer 18 millions d'emplois par an pour absorber les jeunes actifs. L'Inde, pays jeune en pleine croissance démographique, peut-elle servir d'exemple au reste du continent africain? La solution que l'Inde va trouver pour nourrir son peuple, lui donner du travail, améliorer ses conditions de vie, sera également la solution adoptée par une grande partie de l'Afrique. L'Afrique n'a même pas commencé à se développer. Donc le type de solution que l'Inde aura trouvé sera réutilisé en Afrique. L'Inde est devenue l'un des plus gros investisseurs étrangers en Afrique. Ce continent représentera le quart de la population mondiale en 2050. À cette date, la population du Nigeria, avec 440 millions d'habitants, dépassera celle des États-Unis. Et le Nigeria sera la 3e nation la plus peuplée du monde. À l'opposé, l'Europe est la seule région de la planète qui connaîtra un recul continu de sa population. Elle est aujourd'hui sous le seuil de renouvellement des générations, fixé à 2,1 enfants par femme. La Chine devrait elle aussi décroître aux environs de 2040. Mais sa politique de l'enfant unique entraîne un vieillissement rapide de sa population. Et donc de sa population active, contrairement à l'Afrique. Malawi, Zambie, Tanzanie, Burundi, Somalie, Angola, Ouganda, Congo, Mali pourraient d'ici 2100 voir leur population quintuplée et même décuplée pour le Niger. Il est certain que, actuellement, la croissance démographique d'un pays comme le Niger, je répète, 3,9%. Malthus était 2,8%, et il disait c'est le record que l'on peut imaginer. Il parlait en 1798 des États-Unis d'Amérique, qui étaient des terres vierges infiniment riches. Donc, le rythme de croissance du Niger, plus le facteur aggravant prévisible du dérèglement climatique, vont certainement être un problème majeur à venir. Je pense qu'on va vers une catastrophe humanitaire, mais liée tout simplement à des problèmes de malnutrition, de famine, de dégradation des conditions sanitaires, etc., etc. En même temps, quand on fait le point sur combien d'États africains sont susceptibles de bénéficier de ce dividende démographique, très peu. Le démographe et économiste Malthus recommandait la restriction des naissances face à une croissance démographique plus rapide que celle des ressources. Les progrès de l'agriculture lui ont donné tort, mais les démographes disposent aujourd'hui de nombreuses données qui leur permettent de mieux prédire l'avenir d'un pays. C'est aux États d'en tenir compte et d'agir en conséquence. La question du Niger est à ce titre exemplaire. Le Niger est souvent considéré comme dramatique parce qu'il a plus de 6 enfants par femme, apparemment assez peu de ressources. C'est le pays qui a été désigné par les Nations Unies comme celui qui a fait les progrès d'alphabétisation les plus rapides que l'humanité ait jamais connus. Donc on peut être, à mon avis, porté par l'idée, oui, ils seront formés, oui, ils seront soignés, les gains de productivité agricole vont étonner le monde. Donc oui, ils seront également nourris. Il ne faut pas que les démographes aient peur. Et pour l'Inde, faut-il avoir peur? Va-t-elle bénéficier de son surcroît d'actifs entre 2025 et 2055? Le prix Nobel d'économie, Amartya Sen, met en garde.
En dépit d'une croissance économique très rapide ces 20 dernières années, l'Inde accuse des faiblesses terrifiantes dans le domaine de l'éducation, de la santé et du développement humain. L'Inde reste à 67% rurale et majoritairement pauvre, selon une étude des Nations Unies. On le remarque dans les campagnes, mais aussi dans les villes. En rejoignant les mégapoles indiennes, les migrants des campagnes sans qualification s'entassent dans des habitats précaires, parfois durant 10 ou 20 ans. Combien de personnes vivent ici? 5 filles, 3 petits-fils, 7 fils et 4 belles-filles. Et quelle est la taille de la maison? On a 2 étages. Ça fait une surface de 3 mètres sur 4 mètres. Vous travaillez? Avant, mais plus maintenant. Et les enfants vont à l'école? Oui, ils vont tous à l'école. Et les filles, elles travaillent? 2 seulement, comme femme de ménage. Vous gagnez assez d'argent pour faire vivre toute la famille? Non, pas assez. Parfois, on ne mange pas. Et les beaux-fils ne travaillent pas? Je n'ai qu'un beau-fils et les autres sont morts. À Mumbai, la société civile se mobilise pour trouver des logements à ces familles et leur permettre d'éduquer leurs enfants. Lui-même migrant et issu d'un milieu pauvre, Jokin Apurtam, président d'une association pour les habitants des bidonvilles, joue un rôle important dans l'aide apportée à ces familles. Quel est votre projet? J'essaye de transformer les bidonvilles, trouver des terres, des habitats pour changer l'environnement, les conditions de vie. Ces appartements font partie de ceux que vous avez créés? Je me suis occupé de leur construction, avec le soutien des gens. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de réorganiser le quartier? Quand j'ai emménagé en ville, j'ai vu que la situation était difficile. Quelqu'un devait faire quelque chose. Je ne pouvais pas rester les bras croisés. Il fallait que je me retrousse les manches et que je travaille avec la population. Combien de maisons comme celle-ci possédez-vous? J'ai construit plus de 20 000 logements. 20 000? 20 000. 2 0 0 0 0 0. De plus, j'ai relogé 70 000 familles. Rien qu'en Inde. Et en dehors de l'Inde, j'ai relogé un peu plus de 120 000 familles. Où en dehors de l'Inde? Afrique, Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, Brésil. Où ça au Brésil? São Paulo. Nous avons vu de nombreux migrants vivant dans la rue ou dans des bidonvilles dans de mauvaises conditions. Vous pensez qu'il est possible de leur offrir des logements décents? Oui, c'est possible. Regardez cette femme. Elle est migrante, née dans la rue. Elle n'avait pas de logement, pas de toit. Mais aujourd'hui, elle vit au 3e étage. Allez voir son appartement. Il a été réhabilité. Je suis le président de Shack Slum Dwellers International, le plus grand réseau du monde qui regroupe 37 pays. Ok, donc vous êtes Père Teresa. Peut-être. Peut-être.
Combien de pièces avez-vous? Et combien de personnes? 10. Ici et au-dessus? Ton frère aussi va à l'école? Oui. Combien d'enfants avez-vous? 4. Et tous vont à l'école? Magnifique. Qu'est-ce que tu veux devenir? Docteur. Tu veux devenir un médecin? Très bien, très bien. Et vous êtes hindou? Musulmane. Musulmane? Elle est hindoue. Elle est hindoue. Et lui est catholique? Catholique. Et il n'y a pas de problème. Nous sommes tous indiens. Pas de religion. C'est un endroit mixte, pas de religion. Hindous, musulmans, catholiques. Tous ensemble. Tous ensemble. Pas de religion. Une religion, les humains, tous ensemble. Une religion humaine. Joki Napurtam collabore avec l'ONG Spark, qui travaille avec la municipalité de Mumbai pour offrir des logements aux habitants des bidonvilles comme Dharavi. Dans une ville sous la coupe d'un parti extrémiste connu pour ses violences contre les musulmans, comment sont attribués les logements? J'étais étonné de voir que l'on croise des hindous, des musulmans, quelques chrétiens à Dharavi, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est la même chose partout? Ou est-ce que vous avez ce problème ethnique? Vous savez, la pauvreté gomme les distinctions. Le peuple gomme les distinctions. Mais ce qui arrive fréquemment, volontairement ou pas, c'est que les interventions politiques peuvent changer tout ça. Je vais vous donner un exemple intéressant à ce sujet. Si une subvention est accordée à tous les pauvres, cela ne pose pas de problème. Si ce n'est accordé qu'aux membres de certaines castes hindoues, ça crée un problème. Ou si deux politiciens se battent pour être élus et qu'ils jouent la carte de la religion ou des castes pour gagner des votes, ça crée des problèmes. Alors que toutes ces différences ont une chance de s'effacer dans une région cosmopolite. Jésus, Bouddha, Mahomet, Confucius influencent-ils la démographie? Croisser et multiplier prône la Genèse. Mais l'Italie, l'Espagne, l'Amérique latine et d'autres pays de tradition catholique ont vu leur population s'effondrer. L'islam, l'Égypte et la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, même constat. La démographie n'est pas une question de religion, mais une question politique. Un terrain familier pour Dany. Qui, mieux qu'un parlementaire, de surcroît grand écrivain, pourrait lui fournir une réponse politique à la croissance démographique? L'Inde est en passe de devenir le pays le plus peuplé du monde. Quels sont les principaux problèmes à régler pour faire face à cela?
Le premier, c'est l'éducation. Ce n'est pas qu'une question socio-économique, c'est une question de sécurité nationale. Si on éduque les jeunes, ils peuvent trouver un travail, aller loin. Et je vais vous dire pourquoi. Si on ne les éduque pas, les alternatives ne sont pas bonnes. Pensez-vous que l'Inde pourrait être un exemple au niveau de l'accroissement de la population? La démographie n'est pas seulement un problème indien, c'est un problème mondial. C'est seulement avec le développement qu'on n'aura plus à se soucier de la survie de son jeune enfant, et donc d'en faire d'autres. Il faut qu'on comprenne qu'élever un enfant représente un coût pour les parents, et non pas une source de revenus. De cette manière, les parents finiront par faire moins d'enfants. Le développement fera changer les choses, mais ça demande du temps. Dans les pays occidentaux, le problème est inverse. Beaucoup de pays ont une population qui décroît. La Russie décroît, certaines régions de l'Espagne, beaucoup de pays scandinaves. Le Japon non seulement décroît, il vieillit. En 2020, la moyenne d'âge est estimée à 47 ans. En Inde, elle sera de 29 ans. Donc, les différences sont énormes. En un sens, le problème démographique mondial n'est pas si dramatique. La population mondiale est passée à 7 milliards d'humains et la planète pourrait les supporter s'ils étaient mieux répartis sur la surface de la Terre. Tout d'abord, je pense que les familles du monde entier devraient accueillir les réfugiés. Un ou deux pays ne devraient pas avoir à le faire pour la Terre entière. Premièrement, les réfugiés ne sont pas un fardeau. Presque invariablement, les études ont montré que les réfugiés peuvent vite devenir d'importants atouts. Ils amènent avec eux d'autres idées, d'autres expériences. Einstein était un réfugié. Tout le monde n'est pas Einstein. Non, effectivement. Mais en même temps, il y a beaucoup de jeunes prêts à faire des choses brillantes. Les études économiques démontrent que la plupart des chiffres publiés sur ce que coûtent les réfugiés aux États qui les accueillent sont souvent exagérés et que dans la plupart des cas, les taxes sociales qu'ils paient en travaillant dans le système remboursent leurs coûts en l'espace d'1 ou 2 ans. Mais sur le long terme, on se rend compte qu'il devient beaucoup plus intéressant d'accueillir les nouveaux arrivants. Comme en Italie ou en Espagne, la population en Allemagne continue de décroître fortement. Elle pourrait voir sa population passer de 82 à 68 millions d'habitants d'ici 2060. L'immigration pourrait compenser cette baisse. La réalité, c'est que les besoins de main-d'œuvre en Allemagne sont énormes, et ils vont être énormes en France. Et en dépit des prises de position strictement démagogiques qui consistent à dire on va être envahi parce qu'il va y avoir consommation des services sociaux, etc., etc., le besoin est réellement urgent. On va avoir besoin de main-d'œuvre parce que la population vieillit. Qu'est-ce qui se passe depuis des décennies dans les hôpitaux en France, en Angleterre? On fonctionne avec de la main-d'œuvre qu'on sous-paye de manière scandaleuse. Ce sont des médecins qualifiés qui sont payés sur vacation. Donc c'est un gain énorme pour le pays. Alors on a là des gens qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, qui viennent de Libye, qui sont des gens qualifiés, et on ferme la porte. Mais on marche sur la tête. C'est absurde. Et c'est absurde parce qu'il n'y a pas de courage de mettre en balance les enjeux électoraux et puis les vrais besoins du pays. C'est vraiment la responsabilité politique, du politique, de prévoir et d'avoir le courage d'assumer certaines décisions. Le défi de l'accroissement démographique sera-t-il relevé par l'innovation technologique des grandes entreprises industrielles des pays riches? Danny avait eu l'occasion d'en parler à la COP 21, avec le dirigeant de Saint-Gobain, également auteur du livre « Notre combat pour le climat ».
On a discuté avec des scientifiques indiens et ils nous disent globalement, pour aller vite, les solutions des pays occidentaux développés ne peuvent pas être nos solutions parce que c'est trop cher, parce qu'on n'y arrive pas. Et donc, quand vous entendez cela, est-ce que vous dites oui, c'est vrai, vous adaptez à cette différence ou vous pouvez vous adapter, vous voulez vous adapter ou pas? Alors ça, c'est un énorme challenge. On veut s'adapter, est-ce qu'on peut? Eh bien, on n'y est pas encore complètement. Il y a une opportunité considérable d'apporter des logements décents à des populations pauvres. Et ça suppose que on change notre manière de réfléchir. On peut pas avoir nos solutions et donc on fasse ce qu'on appelle de l'innovation frugale. Alors pour faire ça, mais je suis pas encore très avancé, mais on a développé des centres de recherche, si vous voulez, dans ces pays. Donc on avait commencé en Chine, on en a fait un en Inde il y a 2 ans à Chennai, et on en a fait un cette année au Brésil avec l'idée d'avoir des centres de recherche locaux pour trouver des solutions beaucoup moins chères, dans laquelle on puisse faire des choses et qui correspondent aussi aux besoins de ces pays. Vous voyez, par exemple, l'Inde, c'est un pays humide, donc chaud et humide. Pour les méthodes de construction, eh bien, il faut des méthodes différentes. Alors, on arrive à trouver des choses. Par exemple, on a trouvé des solutions qui permettent d'avoir des toits où il y a une réflexion sur le toit qui permettent donc d'économiser quelques degrés et de réduire beaucoup les besoins de climatisation. Oui, ça, par exemple. Bon, mais on n'a pas encore... moi, j'ai donné comme objectif de faire des maisons à quelques centaines de dollars. Pour l'instant, on n'y est pas. L'avenir démographique mondial se joue en grande partie dans les villes. Mumbai est classée 6e parmi les plus grandes mégapoles du monde, comme Shanghai, Mexico, Pékin et Sao Paulo. Tokyo, avec ses 37 millions d'habitants, restera la plus peuplée d'ici 2050. Globalement, 54% des habitants vivent dans les villes. Un chiffre qui augmente avec la croissance économique. Il atteint 75% dans les pays développés. L'avenir de Mumbai se confond-il avec celui des grandes villes de demain? Prenons Mumbai comme exemple de toutes les mégapoles. Est-ce que c'est le futur de nos villes? Il est très difficile de définir un futur commun à toutes les mégapoles. Chaque mégapole aura un futur différent. On le voit bien dans les villes de l'Inde elles-mêmes. Pour moi, la ville de Delhi n'a pas du tout le même futur que Mumbai. Les mégapoles seront très différentes dans le futur. Ces villes représentent d'importants enjeux pour les 20 à 40 prochaines années. Parce qu'il n'y a pas de travail dans ces villes, les gens sont juste entassés les uns sur les autres. Les habitants doivent trouver leur propre toit. La municipalité les ignore, ne s'en préoccupe pas. Du coup, ils doivent trouver eux-mêmes leur logique de développement de quartier. Et on retrouve ce phénomène dans la plupart des banlieues de Mumbai. Et si les villes du futur, c'était ça? Non plus construire, mais cultiver des architectures autosuffisantes. Ce jeune architecte belge a déjà construit cela à Taipei. En Inde, les tours Hyperion, en collaboration avec l'agroécologiste Alman Kusum, devraient voir le jour en 2020. En tant qu'architecte, on imagine que la ville de demain va véritablement se transformer en un véritable écosystème mature. C'est-à-dire qu'une ville indienne pourrait se transformer en une véritable forêt amazonienne qui serait capable de produire elle-même sa propre énergie et surtout de recycler tous ses déchets organiques, solides et liquides, en ressources naturelles. Donc le but, en tant qu'architecte, quand on construit un bâtiment, est de penser comment on va recycler les eaux usées, comment on va recycler les déchets organiques pour les transformer justement en ressources. Ici, on est devant le projet Hyperion, et donc on a des façades d'est en ouest qui présentent des écailles photovoltaïques solaires qui produisent l'électricité pour les appartements.
On a des systèmes de lagunes de phytoépuration qui viennent épurer les eaux grises rejetées par les salles de bain ou les cuisines, qui permettent d'utiliser cette eau pour venir irriguer les plantations. Et on a un système également de puits canadien qui permet de venir rafraîchir naturellement par un système de ventilation naturelle l'ensemble de ces 6 tours. C'est finalement une architecture dépolluante ou carbo-absorbante qui vient lutter contre le smog. Ce nuage photochimique de pollution qui est constitué de particules de CO2, de particules de plomb et de particules d'humidité en suspension dans l'air. Le futur a besoin de mondiologues et non pas de futurologues, analyse Edgar Morin. Nous sommes entrés dans l'âge d'homme, dans une civilisation planétaire, avec ses interactions, ses interférences. Le prix Nobel d'économie Amartya Sen rejoint cette pensée du global, affirmant que l'humanité a grandi grâce à ses multiples échanges culturels. Vous avez écrit que parler du choc des civilisations était faux. Et pourtant, d'un autre côté, les gens pensent vivre un choc des civilisations. Daniel, je vais commencer par dire que la notion de choc des civilisations est fausse. Les civilisations peuvent vivre en harmonie les unes avec les autres. On ne pourrait pas surmonter un choc des civilisations. Le choc des civilisations est une idée parasite qui prétend pouvoir morceler la civilisation en petits bouts. Nous interagissons avec les différentes cultures, que ce soit avec les Arabes et les Indiens pour les mathématiques, les Chinois pour l'ingénierie. Le premier livre imprimé en Chine date de 868. Que dire d'un texte bouddhiste écrit en sanskrit, traduit en chinois par un Turc d'origine indienne, puis imprimé en Chine? Il n'y a pas plusieurs civilisations. Il n'y en a qu'une. C'est une civilisation mondiale. Sans ces échanges avec le monde, je pense que l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est le contraire de Voltaire, qui disait « Ne regardons pas ce qui se passe dans le reste du monde, mais concentrons-nous seulement sur nous-mêmes ». Le mouvement européen des Lumières n'aurait pas pu avoir lieu sans que l'Europe ne regarde le reste du monde. Les Chinois, les Indiens, il doit beaucoup aux Chinois. Les Chinois ont joué un rôle majeur dans le mouvement européen des Lumières. Les Européens veulent se retirer, on ferme boutique, on ne veut pas être mondialisés, nous voulons être européens. Je pense que cela indique une faiblesse de la pensée. Amartya Sen critique une Europe trop fermée sur elle-même, oublieuse des siècles d'échanges culturels qui l'ont forgée. Peut-on en déduire que quelque chose de nouveau peut venir de l'Orient et de l'Inde en particulier? Le défi de l'Inde est immense. Mais ce qui m'a touché, c'est ce scientifique qu'on a vu à Delhi qui dit « l'Inde peut être le laboratoire d'un autre monde ». Donc il y a en Inde des forces scientifiques, des forces politiques et un début
de prise de conscience que si l'Inde veut en fait se sortir de la pauvreté et se sortir de la dramatique situation environnementale, eh bien le modèle de production, le modèle de civilisation n'est peut-être pas et sûrement pas le modèle occidental. L'avenir de la démographie, ou l'avenir, disons, une démographie soutenable, sans qu'on sache aujourd'hui réellement qu'est-ce qui est soutenable. Des tas de spécialistes disent la planète peut nourrir 7, 8, 9 milliards de citoyens, mais pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire les nourrir pour en même temps détruire toute une partie du patrimoine environnemental, écologique de la planète, ça, c'est un coup d'épée dans l'eau. Mais cela dépend, disons, d'une prise de conscience des sociétés et des politiques. Mais s'il n'y a pas une majorité qui prenne conscience, eh bien, il n'y aura pas de politique, non pas de politique et de personnel politique qui agiront dans cette direction. Certains États indiens ont déjà rejoint la tendance générale d'un faible taux de natalité. La population mondiale ne va donc pas croître indéfiniment. Si elle continue d'augmenter par effet d'inertie, son rythme de croissance a baissé de 2% à 1,18% aujourd'hui. L'action politique, elle, s'invite dans l'impact de cette croissance. L'Inde, la Chine, l'Europe et les États-Unis ont ratifié l'accord de Paris sur le climat. L'action citoyenne et politique réunie, sans doute la condition nécessaire pour accueillir les enfants de demain.